Mike Tyson a bâti sa carrière en détruisant ses adversaires, mais sa colère la plus féroce n'était pas dirigée contre un homme qu'il avait affronté sur le ring, mais contre un homme qu'il n'a jamais combattu. À 58 ans, il le nomme enfin, et il ne mâche pas ses mots. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait à Ali. Qu'a donc réellement fait George Foreman à Zahir pour provoquer chez Tyson une fureur qui a duré des décennies? C'est l'histoire, encore jamais racontée, d'une admiration héroïque, d'une trahison et d'une rancune plus forte que tout. Comment Ali est devenu le fil conducteur de Tyson? Pour comprendre l'amertume de Tyson, il faut remonter à l'homme qui a inspiré son parcours de boxeur, Muhammad Ali. L'admiration de Tyson pour Ali a commencé durant sa jeunesse tourmentée à Brooklyn. Enfant accablé par la pauvreté, le harcèlement et la criminalité, Tyson trouvait confort et orientation en regardant les combats d'Ali. Il était fasciné par la grâce, la défiance et la confiance inébranlable d'Ali. Tyson voyait en lui non seulement un boxeur, mais un révolutionnaire. Un homme qui s'opposait à l'injustice raciale, qui avait défié le gouvernement américain au sujet de la guerre du Vietnam et qui n'avait jamais renoncé à rester fidèle à lui-même. Dans un monde qui le rejetait, Tyson voyait en Ali un homme que rien ne pouvait briser. Cette admiration s'est transformée en lien personnel lorsqu'un jeune Tyson, encore perdu entre le système pour mineurs et les salles de boxe, a eu la chance de rencontrer son idole. Ali, déjà atteint de la maladie de Parkinson, a regardé Tyson droit dans les yeux et lui a dit « C'est toi qui seras le prochain, c'est toi qui feras revivre la boxe. » Cette simple phrase est devenue pour Tyson une mission spirituelle. Il a vécu et s'est entraîné avec ces mots qui résonnaient dans sa tête, jurant non seulement de réussir, mais d'honorer l'homme qui lui avait donné un but. Leur relation s'est encore renforcée grâce à Cus D'Amato, l'entraîneur et figure paternelle de Tyson, qui voyait en lui le potentiel pour prolonger l'héritage d'Ali. Cus veillait à ce que Tyson étudie religieusement les vidéos d'Ali. Tyson imitait son jeu de jambes, ses esquives, et même sa façon de manipuler psychologiquement ses adversaires. Mais ce qu'il a vraiment intégré, c'est la résilience d'Ali, son refus de céder au pouvoir ou de trahir ses principes. Le lien entre Ali et Tyson n'était pas qu'un symbole. Il était réel, nourri par des années d'échanges personnels et d'histoires communes. Tyson a raconté à plusieurs reprises qu'il appelait Ali après ses combats, qu'il cherchait sa bénédiction, qu'il se battait non seulement pour sa propre gloire, mais pour venger les humiliations subies par son idole. L'un des exemples les plus légendaires de cette loyauté remonte à 1988, lorsque Tyson affronta Larry Holmes. Holmes avait battu un Ali vieillissant et malade en 1980, un combat que beaucoup de fans, dont un jeune Tyson, avaient trouvé pénible à regarder. Holmes avait dominé le match et Ali, clairement affaibli, n'avait pas remporté un seul round. Tyson, à leur âge de 14 ans, était dévasté. Il fit une promesse à Ali. « Quand je serai grand, je m'occuperai de Larry pour toi. » Cette promesse se réalisa 8 ans plus tard. Tyson, devenu champion incontesté des poids lourds, affronta Holmes sur le ring. Juste avant le combat, Ali lui rendit visite dans son coin et lui murmura « Venge-moi » et Tyson s'exécuta. Dans une démonstration implacable, il mit Holmes KO au 4e round, la première fois que Holmes s'était arrêté avant la limite. Pour Tyson, ce n'était pas qu'une victoire. C'était l'accomplissement d'un serment, une sorte de réparation spirituelle, un cadeau pour son mentor. L'influence d'Ali sur Tyson allait bien au-delà de la boxe. Tyson a souvent expliqué qu'Ali avait façonné sa vision du monde, pas seulement sur le ring, mais aussi sur la masculinité, l'honneur et l'identité. Tyson a dit « Ali est le plus grand, pas seulement en boxe, mais dans ce qu'il représentait. Il était magnifique, il était courageux. »
Quand Ali est décédé en 2016, Tyson faisait partie des porteurs de son cercueil, un geste qui symbolisait la profondeur de leur lien. Leur héritage a souvent suscité des fantasmes de combats imaginaires parmi les fans et les analystes. Qui aurait gagné si Tyson et Ali s'étaient affrontés à leur apogée? La puissance explosive de Tyson contre la vitesse et la stratégie d'Ali. Ces débats étaient alimentés par la passion, mais les deux hommes eux-mêmes ont toujours répondu avec respect. Tyson a admis humblement dans une interview « Ali m'aurait battu. Il était trop intelligent. J'aurais voulu le tuer sur le ring et il aurait juste dansé, parlé, puis m'aurait achevé. » Ali, de son côté, avait confié un jour à George Foreman en privé. « Tyson frappe plus fort que n'importe qui que j'ai affronté. Je ne suis pas sûr de pouvoir le battre. » Même leurs familles se sont rapprochées. Rashida Ali, une des filles de Muhammad Ali, a expliqué publiquement qu'elle connaissait Tyson depuis son adolescence. Elle le décrivait comme un ami de longue date de la famille, et ajoutait qu'il était devenu une source d'inspiration pour ses fils, Biagio et Nico Ali Walsh, tous deux aujourd'hui boxeurs professionnels. Le rôle de Tyson auprès de la nouvelle génération d'Ali est un autre témoignage de la profondeur de ce lien. Muhammad Ali et Mike Tyson resteront à jamais liés dans la mythologie de la boxe, non pas comme rivaux, mais comme maîtres et élèves, comme des frères d'âme. Leur relation s'est forgée dans l'admiration, nourrie par le mentorat et scellée par la loyauté. D'une certaine manière, Tyson était l'incarnation vivante de l'influence d'Ali, féroce sur le ring, mais en quête de sens, de respect et de rédemption en dehors des cordes. Pourquoi Tyson n'a jamais pardonné le Rumble in the Jungle? La source du ressentiment de Tyson remonte à l'un des combats les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Le Rumble in the Jungle de 1974 entre Ali et Foreman. Le 30 octobre 1974, le monde entier était rivé à ses écrans pour voir un Muhammad Ali apparemment condamné à affronter l'invaincu et terrifiant George Foreman à Kinshasa. Aux airs, Foreman était un monstre sur le ring. À seulement 25 ans, il avait anéanti 40 adversaires professionnels, la plupart par KO. Il avait détruit Joe Frazier en 2 rounds brutaux, et beaucoup pensèrent qu'Ali connaîtrait le même sort. Mais Ali avait d'autres plans. Dans une stratégie devenue légendaire, Ali s'est appuyé sur les cordes, encaissant les coups tonitruants de Foreman jusqu'à ce qu'il s'épuise, une méthode qu'il avait baptisée l'Europe à Dopo. Au 8e round, Ali passa à l'attaque. Une combinaison de coups précis envoya Foreman s'effondrer au sol. Ali récupéra son titre de champion du monde des poids lourds devant un public mondial estimé à 1 milliard de téléspectateurs. Pour Mike Tyson, qui allait devenir champion poids lourd une décennie plus tard, ce combat était plus qu'historique. Il était personnel. Voir Ali démanteler une bête comme Foreman aurait dû être un moment de triomphe pour Tyson. Mais ce qui l'avait marqué, ce n'était pas le chaos. C'était le mépris et l'absence d'humilité que Foreman avait affiché avant et après le combat. Avant le match, Foreman avait ridiculisé Ali sans pitié. Il l'avait qualifié de fini, trop lent, trop vieux. Ali ne tiendra pas plus de 3 rounds contre moi, se vantait-il. Tyson, même adolescence, en était offusqué. Pour lui, c'était une trahison envers une légende vivante. « On ne parle pas du plus grand comme ça », a-t-il confié plus tard en interview. Mais ce qui a peut-être le plus mis Tyson en colère, ce n'est pas le trash talk, c'est ce qui s'en est suivi. Au lieu de reconnaître le génie d'Ali, Foreman a trouvé des excuses. Il a affirmé que sa nourriture avait été trafiquée. Il a accusé les cordes, prétendant qu'elles avaient été desserrées pour favoriser la stratégie d'Europe à dope d'Ali. Il était même allé jusqu'à remettre en question le compte de l'arbitre, le jugeant trop rapide. Aucune de ces affirmations n'a jamais été prouvée. Pour Tyson, ce n'était pas de simples excuses, c'était de la lâcher. Il aurait dû simplement dire « J'ai été battu par un meilleur homme ce soir-là.
C'est ce qu'un vrai combattant ferait, a-t-il déclaré un jour. Tyson avait aussi un problème avec la façon dont Foreman boxait. Bien que Tyson lui-même fût connu pour sa férocité, il possédait aussi une technique sous-estimée et un profond respect pour l'histoire de la boxe. Il admirait Ali pour son jeu de jambes, son intelligence sur le ring et sa guerre psychologique. Foreman, à l'inverse, incarnait la force brute. Il ne dansait pas, n'esquivait pas, il frappait. Il mettait ses adversaires KO et s'en allait sans sourire, sans honneur, sans spectacle. Au début des années 1970, Foreman ne communiquait pas avec le public. Il ne faisait pas d'interviews avec panache, ne citait pas de poèmes comme Ali. Il était un punisseur, pas un artiste. Tyson pensait que la boxe ne se résumait pas à frapper le plus fort. Il s'agissait aussi d'élever ce sport. Pour lui, Ali était un artiste. Foreman n'était qu'un marteau. Même des années plus tard, Tyson n'a jamais pu passer à autre chose. Il a été profondément touché en voyant Ali, atteint de la maladie de Parkinson, rester digne malgré ses tremblements. Et lorsqu'il se souvenait de la manière dont Foreman avait tenté de diminuer la victoire d'Ali au air, cela ranimait sa colère d'enfant. Ali a tout sacrifié, a déclaré Tyson plus tard en interview, et Foreman n'a pas pu lui accorder le mérite qu'il méritait. C'est honteux. Le Rumble in the Jungle n'était pas juste un combat, c'était un événement planétaire. Plus de 50 millions de personnes l'ont regardé en circuit fermé. Au Royaume-Uni, 26 millions de spectateurs ont suivi le match. Dans le monde, on estime qu'environ 1 milliard de personnes l'ont vu en direct ou en rediffusion. Ce n'était pas seulement une question de boxe, c'était une question de politique, de race, d'identité. Ali était l'outsider, le rebelle, l'intellectuel. Foreman était la machine, l'exécuteur, le favori. Ali a su toucher le peuple zaïrois de façon profondément émotionnelle. Il marchait parmi la foule en criant « Ali, kill him ». Le public le considérait comme l'un des leurs. Foreman, de son côté, restait distant, froid, intimidant. Tyson admirait Ali pour cela. Sa chaleur, son humanité, sa capacité à être plus qu'un simple boxeur. Foreman, pour Tyson, représentait tout ce qui cloche avec le pouvoir quand il n'a pas d'humilité. Pour être juste, George Foreman a bel et bien changé. Après sa retraite en 1977, il a trouvé la foi, est devenu prédicateur et a finalement réalisé un retour spectaculaire à la fin des années 1990. À 46 ans, il a reconquis le titre mondial des poids lourds, devenant le champion le plus âgé de l'histoire. Il a même acquis une réputation de grand-père sympathique, vendant des grilles et faisant des blagues. Mais pour Tyson, le mal était fait. La rédemption aux yeux du public n'effaçait pas ce que Foreman avait dit et fait en 1974. Tyson n'a jamais oublié l'arrogance, les moqueries, le refus de reconnaître le génie d'Ali. Comme Tyson l'a dit un jour, « Quand tu manques de respect à Ali, tu manques de respect à nous tous qui l'aimions, plus qu'un combat. » La défaite aux airs a été pour George Foreman bien plus qu'une simple perte de titre. Ce fut une perte d'identité. « J'étais jeune, arrogant, et je me croyais invincible », a-t-il admis plus tard. Cette défaite a brisé quelque chose en lui. Foreman a sombré dans la dépression. Il s'est retiré de la lumière médiatique. Et en 1967, après une défaite à la décision contre Jimmy Young, Foreman s'est effondré dans le vestiaire et a vécu ce qu'il décrira plus tard comme une expérience de mort imminente. « J'ai vu la mort », dit-il, « et j'ai vu Dieu. » Ce moment l'a transformé à jamais. Il a tourné le dos à la boxe. Il est devenu prédicateur. Il a vendu ses biens et a entamé une nouvelle vie, fondée sur l'humilité et la foi. Ce qui a surpris beaucoup de gens, cependant, c'est que Muhammad Ali, connu pour sa bravade et sa langue acérée, était aussi un homme profondément compatissant.
Peu de temps après le début de la transformation de Foreman, Ali a pris contact avec lui. Foreman se souvient parfaitement de cet appel. Il m'a complimenté pendant environ 20 minutes, raconte-t-il. Puis il m'a demandé de revenir et de battre Ken Norton pour lui. C'était une demande sur le ton de la plaisanterie, mais le vrai message était clair. Ali ne le détestait pas, il le respectait, et cela a ouvert une porte. Les deux hommes ont commencé à se parler régulièrement. Ils discutèrent de la foi, de la famille, de la vie et de leurs expériences communes dans un sport qui les avait à la fois glorifiés et exploités. Ali, musulman pratiquant, et Foreman, chrétien converti, ont trouvé un terrain d'entente non pas dans leurs différences, mais dans leur conviction commune que la vie avait un sens plus profond que la gloire et les titres. Des années plus tard, l'ancien champion redoutable a surpris le monde par son humilité. Je regrette la façon dont j'ai traité Mohamed Ali avant notre combat, a déclaré Foreman. Il m'a humilié. Il m'a donné une leçon que je n'ai jamais oubliée. Pour un homme qui avait autrefois rayé Ali et prédit un chaos facile, ce fut un revirement saisissant. Contrairement à beaucoup qui trouvent l'Adof la foi mais n'affrontent jamais vraiment leur tort passé, Foreman a reconnu ses actes sans détour. Ali m'a pardonné, a-t-il expliqué, et cela m'a permis de me pardonner moi-même. Ali, quant à lui, n'a jamais nourri de rancune. Big George, tu as été l'un de mes adversaires les plus coriaces, lui a-t-il dit. Cette simple reconnaissance a tout signifié pour celui qui avait autrefois dominé la division avant d'être terrassé par l'intelligence et la volonté d'un seul homme. Au fil des années, leur lien s'est renforcé. Foreman rendait visite à Ali, participait à des événements à ses côtés et la même aidait dans ses moments de vulnérabilité. Lors d'une réunion, Ali est sorti de sa chambre d'hôtel décoiffé et tremblant à cause de la maladie de Parkinson. Foreman a arrangé sa cravate, ajusté son col et lui a dit « Là, tu es beau ». Ali, avec son humour devenu plus discret mais toujours présent, a chuchoté « Je n'aurais jamais pensé en arriver là ». Et Foreman lui a répondu « Mec, tu es magnifique ». Ce geste était plus que de la gentillesse, c'était de la révérence. L'homme que Foreman avait tenté de mettre KO était devenu un frère d'âme. Peut-être que le moment le plus émouvant de leur amitié était survenu lors des Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Ali, la main tremblante, a allumé la flamme olympique. Foreman, qui le regardait de loin, a été ému aux larmes. Les héros finissent toujours par perdre quelque chose, a-t-il dit. Et il n'y a rien de mal à ça. Ali a rendu la maladie de Parkinson belle. C'était une déclaration pleine d'admiration, non pas pour la célébrité d'Ali, mais pour sa dignité inaltérable, même privé de sa vitesse, de sa voix et de sa domination physique. Ali brillait encore. Et Foreman y voyait non pas de la faiblesse, mais une grandeur redéfinie. Dans l'univers macho de la boxe, l'humilité est des rares. Mais l'histoire d'Ali et de Foreman se distingue comme un phare. Foreman a souvent dit qu'une partie de lui s'était envolée à la mort d'Ali, en 2016. Je l'appelais la plus grande partie de moi, Mohamed Ali. Leur amitié, née de la douleur et guérie par la foi, est l'un des plus puissants exemples de transformation de toute l'histoire du sport, quand le pardon a frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Lorsque Foreman a finalement appris l'amertume persistante de Tyson, il n'a pas réagi avec de la défensive. Au contraire, il l'a accueilli avec de l'amour. « J'aime Mike Tyson », a déclaré Foreman dans une interview rare. C'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. S'il est fâché contre moi, j'aimerais m'asseoir avec lui, le regarder dans les yeux, et lui dire que Mohamed Ali a changé ma vie. Je lui dois tout. Puis Foreman a ajouté quelque chose qui a touché plus fort que n'importe quel direct. Mike, je sais ce que c'est que de porter la colère, mais la garder ne t'apportera pas la paix.
elle ne fait que t'apporter de la souffrance. Le message de Foreman n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Avec le temps, la colère de Tyson a commencé à s'adoucir. La prise de conscience qu'Ali avait depuis longtemps pardonné à Foreman et que l'homme qu'il avait détesté avait connu une transformation profonde a ému Tyson. Si Ali a pu pardonner, qui suis-je pour ne pas le faire? A-t-il confié plus tard en interview? Je détestais Foreman, mais maintenant je l'admire. C'était un moment rare, emprunnant de tendresse, de la part d'un homme autrefois surnommé le plus méchant de la planète. Tyson aussi avait changé. Après sa propre chute, prison, faillite, addiction, il avait fait face à son jugement intérieur. Comme Foreman, Tyson avait contemplé l'abîme et en était revenu pour en témoigner. Et comme Foreman, il avait compris que le pardon était la seule issue. Leur réconciliation ne s'est jamais faite lors d'un sommet télévisé ou d'une photo spectaculaire. Ce fut plus discret, des échanges de respect, des reconnaissances mutuelles, et enfin, la paix. Malgré leurs différences, Tyson et Foreman partageaient beaucoup. Tous deux étaient en des prodiges de la destruction. Tous deux avaient détenu la couronne des poids lourds. Tous deux avaient tout perdu pour tout reconstruire ensuite, grâce à la foi, à l'humilité et à la réflexion. Le combat que les fans réclamaient n'a jamais eu lieu. Ils ont failli partager le ring en 1995, lorsque Tyson faisait son retour et que Foreman venait de reconquérir le titre mondial à 45 ans. Mais la corde a capoté. C'était le combat licorne, disent certains fans, le duel de rêve qui n'a jamais eu lieu. Pourtant, d'une certaine manière, quelque chose de plus grand s'est produit. Les deux hommes se sont rapprochés, non pas par les poings, mais par le pardon. Le 21 mars 2025, George Foreman s'était paisiblement à l'âge de 76 ans. Sa famille a publié un communiqué le décrivant comme un homme de foi inébranlable, d'humilité et de détermination. Un prédicateur dévoué, olympien et double champion du monde. Le monde de la boxe a pleuré. Mike Tyson aussi. Condoléances à la famille de George Foreman, a écrit Tyson sur X, partageant 2 photos d'eux ensemble. Sa contribution à la boxe et au-delà ne sera jamais oubliée. C'était un hommage discret, mais puissant. L'homme que Tyson avait autrefois craint, autrefois haï, était devenu quelqu'un qu'il respectait, et même qu'il admirait. Le combat qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi Mike Tyson et George Foreman ne se sont-ils jamais affrontés? C'est l'un des « et si » les plus posés de l'histoire de la boxe. Pourquoi Mike Tyson et George Foreman ne se sont-ils jamais affrontés? 2 des poids lourds les plus redoutables que ce sport ait jamais connus. Tyson, avec sa vitesse explosive et sa puissance de chaos, Foreman avec son menton de granit et ses poings dévastateurs, ne se sont jamais croisés sur le ring. L'une des raisons les plus controversées avancées pour expliquer cette absence de combat est toute simple. Tyson avait peur. Selon Bobby Goodman, vétéran de la boxe ayant travaillé étroitement avec le promoteur Don King, Tyson a catégoriquement refusé l'idée. Tyson était mort de trouille devant Foreman, affirmait Goodman dans un article de 2005. Don essayait de monter le combat. Il disait à Tyson qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner, que George était vieux et lent. Mais Tyson a explosé et a hurlé. « Je ne vais pas affronter cet enfoiré d'animal, si tu l'aimes tant va te battre contre lui. » Pour beaucoup de fans, c'était difficile à croire. Tyson, après tout, était le plus méchant de la planète. Un boxeur dont l'intimidation suffisait à démolir des champions avant même qu'il ne monte sur le ring. Mais derrière cette image, il y avait un jeune homme, profondément influencé par son entraîneur, Cus D'Amato. Cus le mettait souvent en garde contre les gros cogneurs comme Foreman. Un bagarreur comme toi se fait dévorer par un type comme lui. Lui aurait-il dit en regardant Foreman pulvériser Joe Frazier. Tyson ne l'a jamais oublié. Ironiquement,
George Foreman a reconnu plus tard que le sentiment était réciproque. Ce gars-là, c'était un cauchemar sur le ring, a confié Foreman à ESPN. Je ne voulais pas avoir affaire à Mike Tyson. C'était un monstre. S'il te ratait avec son gauche et son droit, il te mordait. Ce sont des gars comme ça que tu vois dans les cauchemars. Malgré l'intérêt qu'il affichait publiquement pour ce combat, Foreman a avoué des années plus tard que l'idée d'affronter Tyson le terrifiait réellement. Il était sacré. J'étais content de ça, a déclaré Foreman. Je ne voulais pas combattre Mike Tyson, pas question. En 1990, nous avons frôlé l'affrontement entre Tyson et Foreman lorsque les deux boxeurs ont figuré sur la même carte à Las Vegas. Tyson a mis KO Henry Tillman dès le premier round. Foreman a détruit Adilson Rodriguez en 2 rounds. L'événement apparaissait comme un tremplin, 2 titans lancés sur une trajectoire de collision. Mais les négociations ont vite capoté. Quelques mois plus tard, le rêve s'est complètement effondré. Tyson a été mis KO de façon choquante par James Buster Douglas dans l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la boxe. Quand Tyson s'est relevé de ce choc, il a été arrêté et condamné à la prison en 1992, ce qui a mis fin à court terme à toute chance d'un méga combat. Foreman, de son côté, a continué à gravir les échelons. En 1994, à 45 ans, il est devenu le champion poids lourd le plus âgé de l'histoire, en mettant KO Michael Murray. Tyson, lui, était toujours incarcéré. Quand Tyson est revenu en 1995, la rumeur d'un affrontement a brièvement refait surface. Mais Foreman, qui venait d'accomplir ce que beaucoup jugeaient impossible, a pris sa retraite définitive en 1997, au moment où la carrière de Tyson commençait elle-même à décliner. La boxe, comme toujours, reste un business avant d'être un sport. Tyson et Foreman étaient gérés et promus par des personnes différentes avec des intérêts divergents. Don King, le promoteur controversé de Tyson, a souvent été accusé d'avoir évité des combats risqués qui auraient dû se compromettre la poule aux œufs d'or. Foreman, quant à lui, avait une mission personnelle, non seulement gagner des titres, mais aussi récolter des fonds pour le centre pour jeunes qu'il avait fondé à Houston. Il ne cherchait pas un cirque, il voulait du sens. Même lorsque le potentiel financier d'un Tyson Foreman semblait évident, les négociations en coulisses ont été minées par la méfiance, les égos et un timing qui ne correspondait jamais. Plus tard, Tyson a exprimé ouvertement des regrets. « J'aurais aimé affronter George Foreman », a-t-il confié au magazine The Ring. « Je voulais clore le débat, qui était le plus gros conneur. » Il a aussi montré son admiration. « Je ne peux pas rivaliser avec la puissance d'un gars aussi grand et aussi massif. » Il avait juré de ne jamais pardonner Foreman, mais il l'a fait. Parce que si Ali avait pu pardonner, lui aussi le pouvait. Ce n'était plus une question de passé. C'était une question de croissance, de respect et de lâcher prise. Pensez-vous que Tyson a fait le bon choix? Est-ce que plus de rivalité devrait se terminer ainsi? Commentez ci-dessous, mettez un like et abonnez-vous pour encore plus d'histoires vraies de légendes de la boxe.